Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabire. C'est une joie de vous retrouver. Ibuka, l'association des rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda, s'indigne contre les propos négationnistes tenus par le secrétaire d'État américain Anthony Blinken à l'occasion de la 30e commémoration du génocide commis contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Dans une interview accordée à la télévision rwandaise, le docteur Philbert Gakwenzile, président d'Ibuka, dénonce une telle attitude malgré que le génocide commis contre les Tutsis ait été reconnu par les Nations Unies comme une réalité indiscutable. Il est franchement très honteux d'attendre encore et une fois des propos tels qu'ont été tenus par le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken. Et ce qui est encore une fois plus étonnant, c'est que ce sont des propos négationnistes qui se tiennent aujourd'hui, même 30 ans après le génocide commis contre les Tutsis. Vous vous rappelez qu'après le génocide, les autorités américaines ont donné des directives à tous les politiciens qui pouvaient prendre la parole publiquement de ne pas utiliser le génocide parce que c'était un rappel et une obligation d'intervenir selon la Convention internationale de prévention et de répression des crimes de génocide qui a été signée en 1948. Et franchement, la persistance de cette erreur jusqu'à aujourd'hui, ça doit être écarté et nous, les rescapés du génocide, le Rwanda et toutes les femmes et les hommes de bonne foi doivent continuer à montrer la vérité et isoler tous ceux qui propagent encore une fois des propos négationnistes. Pour Albert Ludasimboukwa, les propos du secrétaire d'État Blinken sont alarmants et inacceptables. Comme les Rwandais, les Africains, comme un pays toujours de très loin, des propos qui considèrent que le Rwanda n'est pas une nation, c'est une composition juxtaposée de Hutus, des Tutsis et des Twa. Mais encore une fois, c'est cette attitude-là, je dirais, raciste, de ne pas nous considérer comme un État et qui doivent avoir une organisation et que même ce qui est internationalement reconnu, ça doit être ailleurs qu'elle ne soit pas vraiment au Rwanda. Vous suivez la grande édition sur Rwanda TV. Échange ce mardi à Kigali sur le livre Sans ciel ni terre de l'historienne Dr Hélène Dumas qui relate les témoignages poignants des enfants ayant survécu le génocide le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Le livre Sans ciel ni terre a reçu le prix du livre d'histoire des lycéens en 2021. L'auteur partage ici un témoignage d'une petite fille racontant son expérience bouleversée au moment du génocide des Tutsis. Les jeunes qui ont suivi plutôt à ces échanges sur le livre Sans ciel ni terre se sont réjouis de son contenu. Très émouvant car, comme vous le savez, le président nous l'a rappelé que 3/4 des Rwandais ont moins de 35 ans. Donc voir qu'un travail a été fait pour honorer des orphelins et des orphelines qui étaient enfants durant le génocide, qui ont survécu mais qui ont été évidemment très touchés et très affectés par ce génocide commis contre les Tutsis en 1994 au Rwanda. Et ce que j'ai retenu, c'était vraiment la force et la puissance d'un témoignage d'orphelins et d'orphelines. Ce que j'ai retenu, c'était aussi comment, contrairement à des fois des adultes qui ont une recollection de ce qui s'est passé durant le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994 au Rwanda, les enfants se rappellent de beaucoup de choses en détail. En détail, vraiment, ils ont lu quelques extraits où ils partageaient, par exemple, des enfants qui se rappellent comment se cacher dans les champs, des enfants qui se rappellent comment coexister avec des animaux, des enfants qui même, comme vous le savez, malheureusement, durant le génocide,
beaucoup de femmes et de jeunes femmes et de filles ont été violées, des enfants, jeunes garçons ou jeunes filles qui se rappellent aussi de cela. Donc je crois que parfois on peut sous-estimer à quel point les enfants ont vu, ont su, ont reconnu et s'en souviennent. Donc c'est quelque chose vraiment qui m'a beaucoup ému de voir que Madame Hélène Dumas a vraiment fait ses recherches et a fouillé dans des archives pour rendre hommage à ces orphelins et orphelines qui ont raconté et vraiment savoir que c'est des récits qui sont très importants car ce génocide a laissé beaucoup d'orphelins et d'orphelines qui ont dû se reconstruire, qui ont dû... maintenant, ils sont des adultes, évidemment, mais durant les génocides, ils étaient enfants et en quelque sorte, leur enfance a été volée, leur enfance a été génocidée, mais finalement, grâce à un récit comme celui-ci, grâce à cet ouvrage, ils ne seront jamais oubliés et eux aussi avaient beaucoup de fierté à dire à Madame Hélène Dumas et à Professeur Louisa qui a traduit en anglais, de dire s'il vous plaît, racontez, diffusez, car notre histoire est l'histoire certes du Rwanda, mais tout le monde doit la savoir parce que quand au Rwanda on dit plus jamais ça, never again, c'est pas que pour le Rwanda, c'est pour le monde entier, c'est pour l'humanité. Elisa Joella, qui est née après le génocide, indique que les cafés littéraires aident sa génération à comprendre l'histoire de son pays. Suivez. Je n'étais pas née pendant le génocide. J'ai la responsabilité de comprendre tout ce qui s'est passé par lire des livres et aussi écouter des témoignages pour montrer que j'ai la responsabilité de lutter contre toute déni au monde entier et que j'évite que ce qui s'est passé ou ce que notre pays a vécu ne se passe jamais encore au Rwanda. Ce que je peux dire à ma génération ici, venir ici ou bien lire des livres qui parlent à propos de génocide ou ce qui s'est passé à notre pays. Premièrement, ça nous aide à connaître ce qui s'est passé avant et connaître comment on va éviter que ça se passe encore. Ce café littéraire autour du livre Sans ciel ni terre s'inscrit dans le cadre des activités et de la 30e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Les analystes politiques de la sous-région des Grands Lacs estiment que le voyage du président sud-africain Cyril Ramaphosa au Rwanda peut permettre d'apporter une vraie réponse à la guerre qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo. C'est le point de vue de maître Jean-Baptiste Gassominali qui salue une bonne compréhension du président Ramaphosa quant aux causes profondes de la crise en RDC. Et il a dit qu'il rentre en Afrique du Sud avec un sentiment selon lequel le problème ne peut être résolu que par la voie politique. Donc, s'il est convaincu que le problème est un problème politique qui doit être résolu de manière avec le moyen politique, je ne pense pas qu'il puisse encore pousser pour qu'il y ait la guerre. Parce que bon, là, il se contredirait lui-même et je ne pense pas que c'est dans ses intérêts ou l'intérêt de ces troupes qui sont déployées à l'est du Congo. Comme je l'ai dit, si Ramaphosa, président en exercice de la SADC, comprend mieux la situation et que d'autres membres de la SADC, dont la Tanzanie par exemple, qui a aussi envoyé des troupes à l'est du Congo, qui était aussi représentée par son chef d'État, Madame Hassan, qui était ici hier pendant la commémoration, si d'autres États qui ont refusé par exemple de contribuer des troupes pour envoyer à l'est du Congo, je pense là, il y aura, je ne dis pas dissension entre les membres de même bloc, mais si la majorité comprend la vérité, je ne pense pas que la minorité puisse les envoyer à l'abattoir, parce que c'est à l'abattoir. Quand on parle de la guerre, on perd des deux côtés. Donc, on ne peut pas vouloir faire la guerre si on peut trouver une autre solution. La paix est moins coûteuse, et les champions de la paix sont plus glorieux que les bellicistes. Donc, je ne pense pas que les trompettes de la guerre puissent résoudre quoi que ce soit. L'histoire nous a montré que tous les conflits armés se sont soldés par des négociations politiques. Ce n'est pas une roue que nous inventons, c'est la réalité et elle reste inchangée. Sûrement que ceux qui ont opté pour la voie de la guerre
satisfaisait une certaine opinion à Kinshasa, satisfaisait le président Tshisekedi qui distribue des dollars à qui veut les prendre, mais ça ne résout pas le problème de fond. Et quand le problème de fond n'est pas résolu, eh bien, la guerre ne peut pas se terminer. Et les gens ont hâte de voir la paix revenir. Les gens veulent être développés comme les autres. Les gens veulent vivre dans la quiétude. Et je pense que si ces gens qui veulent la guerre sont minorisés, eh bien, la guerre et les trompettes de la guerre vont cesser. Moi, je suis optimiste. Je sais que très bientôt, nous allons, je salue d'ailleurs les démarches du président João Lourenço, à qui la mission de réunir les deux chefs d'État et le pays de la région. La médiation avance très très bien. Je pense que nous avons tous lu dans la voix de la presse que très bientôt les chefs d'État pourraient se réunir parce que les ministres des Affaires étrangères et leurs délégations respectives se sont réunis à Luanda. Un grand nombre de mesures a été prises, des déclarations ont été signées et publiées, bien que le gouvernement congolais dise que ce qui est contenu dans ces déclarations ne correspond pas à leurs attentes, mais ils ont signé ces déclarations et les chefs de diplomatie des deux pays se sont réunis avec leurs délégations. Nous espérons très bientôt que les chefs d'État pourraient aussi se réunir. Et nous sommes rejoints sur notre plateau par la secrétaire d'État au ministère de la Jeunesse et des Arts, Madame Sandrine Umutoni. Bienvenue à cette grande édition. Oui, et nous sommes également avec l'artiste et entrepreneur culturel Didacienne Nibagwide. Bienvenue à cette grande édition. Oui, alors Madame la secrétaire d'État, durant la cérémonie du 7 avril dernier, marquant le début de la 30e commémoration du génocide contre les Tutsis, nous avons été introduits au symbole de l'arbre de vie. Que représente-t-il ? Cet arbre de vie, et tout d'abord merci pour cette invitation, l'arbre de vie est vraiment le résultat d'une collaboration entre différentes institutions, des jeunes artistes, des jeunes créateurs et créatrices bien sûr, pour représenter un petit peu le cheminement que nous avons fait au cours des 30 dernières années. Alors comme nous l'avions expliqué pendant la cérémonie, l'arbre est constitué de 3 parties principales. Donc la première, c'est vraiment le feuillage, les branches, les feuilles de cet arbre pour représenter l'absence de protection dont ont été victimes nos familles, nos proches au cours du génocide, mais aussi à travers ce cheminement des 30 dernières années où il s'agit en fait de montrer que maintenant nous avons cette protection. Notre gouvernement nous protège, notre pays nous protège et nous reconnaît tous comme des Rwandais. Le deuxième élément de cet arbre de vie, c'est le tronc. Et pendant la cérémonie, on voyait le tronc changer de couleur avec la lumière qui montait et qui redescendait pour représenter en fait cette aspiration. Donc, quelle était la vision de notre Front patriotique rwandais, donc, qui a lutté pour mettre fin au génocide perpétré contre les Tutsis? Quelle était leur vision du Rwanda que nous avons aujourd'hui? Et bien entendu, maintenant, les aspirations que la jeunesse a pour le futur. Et la troisième partie de cet arbre, c'était donc les racines pour montrer, et encore une fois, il y avait aussi le mouvement donc, de la lumière, de la racine jusqu'au tronc, jusqu'au feuillage. Et donc les racines, c'est les racines de notre vie, c'est les fondations, c'est notre mémoire, c'est de se dire où que l'on veuille aller, que ce soit la vision 2050 ou même bien après, on doit rester ancré dans notre mémoire, on doit rester ancré dans notre culture, parce qu'encore une fois, comme un arbre, si on n'a pas de racines fortes, on ne tiendra pas très longtemps. Absolument, une symbolique donc très puissante. Didacienne, vous avez travaillé sur la production de la présentation artistique qui a été présentée durant cette cérémonie. Parlez-nous un peu de son message, de sa connexion, peut-être aussi avec cette symbolique de l'arbre de vie. Nous, quand on était approchés avec la conception de ce que cet arbre allait être, directement, ça nous a parlé. Ça nous a parlé de toutes ces étapes de vie du Rwanda des 30 dernières années. Ça nous parlait aussi dans les étapes de Remember, de Unite et Renew. Et on ne pouvait pas travailler autrement. Et puis l'idée était très présente et très forte. Et c'est pour cela qu'avec l'équipe artistique qu'on était ensemble, on s'est dit qu'est-ce que cet arbre représente pour nous. Et le spectacle, c'était vraiment
comme on a travaillé avec des jeunes, les danseurs, c'est des 80% ils sont nés après le génocide. Qu'est-ce que nous, on peut alimenter cet arbre? Qu'est-ce que nous, ça représente? La première partie du spectacle, ça parle The Gift of Healing. Ça commence au moment du génocide, en représentant ce que c'était le génocide, mais après aussi comment les gens ont pu se relever. Et puis aussi, vous avez vu des enfants qui représentent, qui soulèvent tout le monde, qui les dit de Gurumeka, respire, Haguruka, Emma. C'est ça aussi qui représente, c'est que le gouvernement faisait à l'époque quand le pays était anéanti. Comment on aidait les gens à se relever, au fait. Et nous, on est parti sur ça avec un symbole des enfants, parce que si les enfants, c'est le futur, c'est eux qui vont construire le pays. Et au milieu, c'était la traversée de la reconstruction pour nous. C'était le Rwanda aujourd'hui, en réfléchissant, c'était qu'est-ce que c'est le Rwanda aujourd'hui pour nous. Et on a représenté le Rwanda par les mots, la construction, la rapidité, tout va très vite. Les gens, ils aspirent à avoir un pays stable. Et c'était un peu la réconciliation aussi, ça représentait la réconciliation. Et puis la dernière partie, c'était le cheminement dans le futur. Et ça, c'est surtout la plus grande partie des jeunes qu'on a demandé qu'est-ce qu'ils imaginent comme futur, qu'est-ce que serait le pays idéal pour eux. Et à partir du présent, qui vit aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils aspirent de devenir dans le futur, qu'est-ce que le pays qu'ils vont construire demain. Donc vraiment, on est parti de cet arbre, même les battements de cœur qu'on faisait, c'était ça, c'était le Rwanda aujourd'hui, c'était de se dire on est vivant, on est là, parce que c'est les enfants qui commencent le battement de cœur. Au fait, même le fait que les gens, après le génocide, ils ont accepté de redonner la vie, de nous donner ces enfants qui sont là. Et c'était vraiment ces enfants qui nous disaient, on est là, la vie continue, et puis les adultes qui continuaient. Pour nous, cet arbre est une représentation de ces 30 dernières années et comment nous, avec ces jeunes, comment on alimente, comment on traverse ces années en pensée, mais aussi comment on veut alimenter ces années et qu'est-ce qu'on veut voir dans le futur. C'était un peu ça l'idée derrière la représentation. Absolument, en tout cas c'était une très belle façon, une façon émouvante et de rendre encore plus de dignité à tous ceux qu'on commémorait justement, à tous, c'était vraiment très bien fait. L'art est un outil de transmission aux jeunes notamment, mais aussi il a un rôle thérapeutique. Votre ministère a-t-il des actions ou des mécanismes mis en place pour accompagner ou encourager l'efficacité, disons, de ces différents rôles de l'art et des artistes? Alors oui, nous avons beaucoup d'ambition au ministère de l'Art, de la Jeunesse et des Arts. Alors tout d'abord avec la jeunesse, nous avons beaucoup d'actions, donc que ce soit des actions dans le domaine économique, les actions dans le domaine de l'engagement civique et bien entendu aussi dans l'engagement artistique. Et nous essayons toujours de renouer tous ces éléments-là ensemble parce que lorsque nous rencontrons nos jeunes, comme ça a été le cas il y a quelques semaines, nous avons organisé Itorero, donc ces rencontres entre jeunes dans un véritable objectif d'éducation civique. On se rend compte toujours lorsqu'on discute avec les jeunes, donc là je parle plutôt de ceux qui ont entre 18 et 30 ans et peut-être un peu plus, de vouloir comprendre le passé. Donc ils posent des questions très honnêtes, très franches. Je pense que certains qui ont dépassé la tranche d'âge des jeunes ont peur de poser. Et donc c'est à travers ces échanges-là qu'on a aussi accès à l'élément de la protection de la santé mentale de nos jeunes. Parce que bien que beaucoup d'entre eux étaient très petits pendant le génocide ou même sont nés après le génocide, donc que ce soit des jeunes qui soient nés de parents génocidaires, de parents qui ont survécu au génocide ou encore de parents qui n'étaient pas au Rwanda pendant le génocide. On remarque que certains d'entre eux portent beaucoup de questions. Certains ont hérité de certains, je dirais, malaises, parce que je n'ai pas le terme exact clinique pour cela, de certains malaises qui leur ont été
transmis par leurs parents. Donc, encore une fois, pour nous, au niveau du ministère de la Jeunesse et des Arts, c'est déjà de trouver donc, les partenaires, que ce soit dans la société civile comme DIDA, l'Espace, le Rwanda Art Initiative et bien d'autres, bien sûr, qui nous permettent en fait d'aborder ces questions. Qu'est-ce qui motive les jeunes? Qu'est-ce qui les intéresse? Que ce soit en termes de développement économique, social. Et le dernier élément par rapport à la transmission de l'art, oui, nous mettons en place donc des ponts entre notre ministère, les acteurs culturels que nous avons au Rwanda et bien entendu des partenaires, que ce soit partenaires au niveau gouvernemental ou partenaires au niveau du développement international, pour vraiment remettre au centre de la conversation le pouvoir des industries créatives et culturelles. Et bien entendu, on sait que l'art, l'économie créative nous permet de générer des revenus, de créer des emplois, ce qui est magnifique, mais à la base même, l'art, c'est retourner au creux de qui l'on est en tant qu'être humain, d'aller chercher vraiment ce qui est sacré en nous et de le partager avec d'autres personnes. Et dans le cas du Rwanda, bien avant que le génocide ne soit déclenché, le 7 avril, il y avait déjà un accompagnement. On se rappelle tous des chants du FPR Ingotani qui justement motivaient les soldats à continuer à aller de l'avant, à continuer à pousser Gukotana en fait. Et au moment donc au lendemain du génocide, la même chose, il y avait des chants, il y avait des textes qui étaient sortis parce qu'encore une fois, lorsque les mots nous dépassent pour raconter l'horreur que nous avons vue pendant le génocide perpétré contre les Tutsis, l'art crée ces ponts avec donc nos semblables, les gens de notre communauté, mais l'art aussi crée des ponts avec d'autres communautés, comme cela nous a été présenté à travers certains colloques qui ont eu lieu au cours des dernières semaines, où l'on voit en fait qu'à travers les expressions artistiques, que ce soit les expressions artistiques rwandaises ou d'autres pays qui ont aussi traversé des événements douloureux comme le génocide, c'est à travers l'art qu'on crée ces ponts, que les personnes se reconnaissent en disant par exemple moi je viens du Cambodge, mais c'est à travers les écrits d'auteurs rwandais que je me suis réconciliée avec mon histoire, avec le génocide qui s'est passé dans mon pays. Et voilà, c'est vraiment ce magnifique pont que l'art réussit à créer entre les différentes cultures. Et si vous me permettez une petite parenthèse, ce matin nous étions au Café littéraire dont vous parliez il y a quelques instants, donc pour présenter le livre de Hélène Dumas, où donc il nous a été présenté que les lycéens, donc dans les lycées français, donc voilà, il y a comme un certain espace géographique entre eux et nous, un espace temporel aussi, parce qu'ils n'étaient pas nés pendant le génocide, qui ont vraiment été interpellés par ces récits de jeunes enfants. Et encore une fois, c'est ça le pouvoir de l'art, c'est créer ces ponts et puis de nous permettre de nous reconstruire petit à petit. Oui, absolument. Une conversation très enrichissante et passionnante qui malheureusement doit prendre fin. Il nous reste juste quelques minutes. Mais avant de finir, peut-être quel serait en tant qu'entrepreneur culturel, en tant qu'artiste, avec un grand A au Rwanda, Dida, quelle est la contribution 30 ans plus tard, durant cette période de 30 ans de commémoration, des artistes, des créatifs en cette période précisément? Je pense, moi je suis un exemple vivant de ce que l'art peut faire pour reconstruire une personne. Moi, l'art a été mon refuge pendant 15 ans, 16 ans. J'ai rencontré l'art à l'école secondaire. J'écrivais beaucoup à ma mère qui n'était plus. Donc, et voir mon cheminement de survivre à 7 ans, de pouvoir faire la programmation artistique de 30 ans de commémoration le 7, c'est déjà ça. Pour moi, c'est déjà ça l'exemple de ce que l'art, la force que l'art peut donner. Je ne sais pas si je n'avais pas rencontré l'art, si je serais ici aujourd'hui. Donc, et puis l'art, c'est mon métier, je gagne ma vie avec ça. C'est deux parties, mais je pense que l'art a été très important, comme Madame la Ministre le dit, et ça a aidé beaucoup de gens, moi inclus, à se retrouver, à se recréer une identité, à se sentir présent dans la société. Et tout le travail qu'on essaye de faire, c'est ça aussi, c'est d'aider la jeune génération parce qu'on a beaucoup de questionnements, la santé mentale, l'identité, parce que notre histoire est très complexe, et surtout pour les gens qui sont nés après, qui doivent beaucoup apprendre. Et je pense nos devoirs et ce qu'on essaie de faire, c'est
vraiment donner cet espace d'expression aux jeunes artistes, même aux artistes comme moi qui ont toujours un chemin à faire pour vraiment se réconcilier avec soi. Et puis aussi l'art, comme le ministre l'a dit, ça traverse. Donc on arrive à porter nos histoires ailleurs, on arrive à raconter nos vies, on arrive à raconter le Rwanda, on arrive à donner aussi le counter-narrative de notre histoire. Parce que souvent aussi notre histoire est racontée autrement. On a les négationnistes en ce moment, et puis la négation évolue avec aussi la commémoration. On parlait tout à l'heure, on parlait de comment avec le temps les gens arrivent à parler de leur histoire mais avec le temps aussi les gens commencent à dénier l'histoire. Et je pense l'art c'est ça, à travers l'écriture, à travers la performance, la musique. Si tu vois la programmation qu'on a fait des musiques revisitées des 30 dernières années, chantées par des jeunes artistes, déjà c'est ça le pouvoir de l'art. Et que les gens se ressentent dans ces chansons qu'ils ont écoutées Mounia Chose en 97, c'est ça la puissance de l'art. Et c'est vraiment garder cette histoire vivante et aussi la maintenir à sa hauteur. Et pour moi, c'est un peu ça qu'on essaie de faire tant qu'artiste rwandais. Et c'est se guérir et guérir la société en même temps. Guérir les autres, absolument. Ouais. C'est très bien dit. Vous avez évoqué le négationnisme qui est 30 ans plus tard, malheureusement, toujours présent. À votre ministère, y a-t-il ou bien, je ne sais pas, par votre expérience, y a-t-il des moyens, des outils pour que les jeunes d'aujourd'hui puissent avoir accès à la vraie histoire du Rwanda? Alors, oui, tout à fait cela, dans le sens où nous nous rendons compte en fait que nous qui avions un certain âge pendant le génocide, donc on a les mémoires de ces images qu'on voyait à la télévision, les réactions de nos parents lorsqu'ils apprenaient que les membres de la famille avaient été tués. On se rend compte que la génération qui vient après nous n'a pas toujours le même accès à l'information. Donc nous sommes vraiment dans une optique de libérer les paroles, d'écrire, d'enregistrer les messages, mais aussi de créer des plateformes. Il y a beaucoup de plateformes digitales aujourd'hui, on peut mentionner celle de Kwibuka. Nous avons beaucoup de comptes sur Twitter qui parlent justement de la question de la mémoire et nous encourageons les jeunes en fait à participer à cette discussion. Certains le font naturellement, voilà, ils vont poser des questions, ils vont participer donc à nos événements comme Itorero, ils vont venir dans des colloques. Tout à l'heure à 18h, si je ne me trompe pas, il y aura cet après-midi, il y aura Our Past Initiative, qui est une initiative qui a vraiment été lancée par des jeunes, pour les jeunes, pour justement parler de notre passé. Donc nous vraiment c'est créer cet espace donc de parole, de partage pour la jeune génération, parce que c'est eux qui vont porter le flambeau après nous, bien qu'ils étaient tout petits ou n'étaient pas encore nés au moment du génocide, ils ont quand même cette responsabilité-là de continuer à faire vivre notre mémoire, parce qu'on sait qu'il y a différents cycles dans le génocide et nous sommes dans le dernier en fait, cycle de génocide qui est la négation, le révisionnisme. Donc encore une fois, créer ces plateformes digitales, créer ces échanges. Au niveau de l'éducation aussi, il y a donc des formations qui sont faites pour les enseignants pour apprendre à parler de ce qui s'est passé en 1994, dans les années 60, les années 70, en 1959, etc. Et vraiment dire en fait à ces jeunes, c'est votre histoire. Vous n'étiez pas là, mais c'est votre histoire. Et le cadeau qu'on aimerait leur laisser, en fait, c'est un pays en sécurité. On le dit, nos historiens en parlent souvent. C'est la première fois dans l'histoire du Rwanda qu'il y a 30 ans sans massacre. Dans l'histoire du Rwanda, post-colonial bien évidemment. Donc si on leur donne cette information, qu'on leur dit maintenant nous allons vous passer le flambeau, vous devez assurer la sécurité de tous, comme cet arbre avec le feuillage. Donc voilà, voici les outils que nous vous donnons, maintenant allez-y, c'est à vous de faire vos preuves. Absolument. Merci beaucoup, Madame la Secrétaire d'État. Oui, merci beaucoup à Dida Sienne. Oui, merci donc à vous tous aussi qui avez suivi cette grande édition qui justement arrive à sa fin. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer. Au plaisir de très bientôt vous retrouver.